Le ciel de Paris, en cette fin d'après-midi de printemps, affichait un bleu délavé, presque mélancolique. Sur le pont des Arts, le vent frais faisait volter les pans du trench-coat beige d'Awa. Elle était l'image même de l'élégance ivoirienne expatriée. Un port de tête altier, des tresses impeccablement sculptées en un chignon bas, et ce teint de cacao qui semblait capturer chaque rayon de soleil mourant. À ses côtés, Jean-Marc la regardait comme si le reste de la capitale française n'était qu'un décor de carton-pâte. Jean-Marc était ce qu'on appelle à Abidjan un haut d'en haut. Ingénieur en systèmes aéronautiques, il maniait la rigueur cartésienne le jour et la passion africaine la nuit. Il aimait Awa non pas pour sa modestie, mais pour cette force tranquille qu'elle dégageait, elle qui était arrivée en France avec une simple bourse d'études et une détermination de fer. « Awa, regarde-moi » murmura-t-il en lui prenant les mains. Sous le poids des cadenas d'amour accrochés aux grilles du pont, il posa un genou à terre. Le passage des touristes sembla s'arrêter. Jean-Marc sortit un écrin de velours bleu nuit. À l'intérieur, un diamant monté sur or blanc scintillait, reflétant les eaux troubles de la Seine. « On a construit nos rêves ici, entre les bibliothèques et les parcs de Paris. Mais je veux que notre fondation soit chez nous. Devant nos ancêtres, devant nos parents. Awa, veux-tu devenir ma femme, ici et là-bas ?» Les larmes d'Awa ne furent pas de simples gouttes d'eau, elles étaient le soulagement d'une femme qui avait gravi les échelons de la vie avec discrétion. Elle murmura un « oui », qui fut emporté par la brise parisienne, scellant un pacte qui semblait invincible. Les mois suivants furent un tourbillon de préparatifs. Jean-Marc, pragmatique, avait tout calculé. Il ne voulait pas d'un petit mariage de salon. Il voulait que la Côte d'Ivoire sache qu'un de ses fils rentrait pour honorer une de ses filles. « Écoute, ma chérie », expliqua-t-il un soir dans leur appartement du 15e arrondissement, des cartes d'Abidjan étalées sur la table basse. « Mon congé ne sera validé que dans 2 mois. Mais le mariage doit avoir lieu dès mon arrivée. Il faut que tu partes devant. » Awa hésita. « Partir seul ? Tu auras tout le budget nécessaire, » poursuivit-il en caressant sa main. « J'ai déjà loué une villa de standing à la Riviera 3, non loin du lycée français. C'est sécurisé, c'est calme. Tu feras les démarches pour la dot, tu choisiras les tissus à Adjamé, tu réserveras les traiteurs à Cocody. Je t'enverrai l'argent par virement chaque semaine. Tu es mon ambassadrice. » Le plan était parfait. Trop parfait, peut-être. Entre 2015 et 2021, la Côte d'Ivoire connaissait un essor sans précédent. Abidjan se transformait, les ponts s'élevaient, et le luxe de la commune de Cocody n'avait rien à envier au quartier parisien. Awa accepta, portée par l'excitation du retour au pays natal. L'atterrissage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny fut un choc thermique et émotionnel. L'humidité moite d'Abidjan enveloppa Awa dès la sortie de l'avion. Mais ce parfum, ce mélange d'ozone, de terre chauffée et de friture, lui rappela immédiatement qu'elle était chez elle. À la sortie des bagages, une silhouette familière l'attendait en agitant les bras. « Awa, ma copine, la Parisienne. » C'était Clarisse. Elles avaient partagé les bancs du lycée avant que leur chemin ne bifurque. Clarisse n'était jamais partie. Elle connaissait Abidjan comme sa poche, les bons coins, les datchas, les secrets des marchés et les humeurs de la ville. « Regarde-toi » s'exclama Clarisse en embrassant Awa. « On dirait que tu es descendu d'un magazine de mode. Viens, ton chauffeur est là. » Jean-Marc a vraiment fait les choses en grand. Le trajet vers la Riviera 3 fut une redécouverte. Les taxis oranges faufilant entre les 4x4 rutilants, les vendeuses de fruits au bord de la route, et ces nouveaux échangeurs qui donnaient à la ville des airs de métropole futuriste. Arrivé à la villa, Awa fut ébloui. C'était une demeure d'architecte, aux murs d'un blanc immaculé, entourée d'un jardin de bougainvilliers en fleurs. « On va faire un mariage de feu, Awa », dit Clarisse avec un éclat étrange dans les yeux. « On va parcourir tout Cocody. Personne ne fera le poids face à toi. » Dès le lendemain, le travail commença. Awa et Clarisse devinrent des figures habituelles des quartiers chics. Elles passaient leur journée entre les boutiques de luxe de la Riviera Golf et les ateliers de haute couture des 2 plateaux. Jean-Marc tenait ses promesses. Chaque lundi, un virement substantiel arrivait sur le compte d'Awa. Il l'appelait tous les soirs sur WhatsApp. « Alors, ma reine, où en sommes-nous ? Aujourd'hui, j'ai commandé les pagnes tissées pour la famille. Et j'ai trouvé un traiteur à Angré qui fait un choukouya d'agneau incroyable pour la réception. Ne regarde pas au prix, Awa. Je veux l'excellence. » Awa vivait un rêve éveillé. Elle se sentait puissante, respectée. Elle distribuait des pourboires généreux, commandait les meilleurs vins, et réservait des suites au Sofitel pour leurs futurs invités de France. Clarisse l'accompagnait partout,
tenant le carnet d'adresses, négociant les prix, s'imprégnant de chaque détail de la richesse de son ami. C'était un mardi, sous un soleil de plomb qui faisait miroiter le bitume de la rue des Jardins. Hawa et Clarisse sortaient d'une boutique de décoration d'intérieur où elles venaient de commander des centres de table en cristal. Hawa portait un sac à main de créateur et des lunettes de soleil qui couvraient la moitié de son visage. Elle se sentait invincible. Alors qu'elle se dirigeait vers le véhicule garé devant l'entrée, une voix rauque s'éleva du sol. « Une petite aide pour un vieux qui n'a rien, ma belle dame. » Contre le mur de la boutique, à l'ombre d'un auvent qui ne protégeait rien, était assis un homme. Il était difficile de lui donner un âge. Ses vêtements n'étaient que des lambeaux de tissu grisâtre, et ses jambes semblaient tordues sous lui. Mais c'étaient ses yeux qui frappaient, deux billes sombres, lucides, qui semblaient lire dans l'âme. Hawa s'arrêta. Elle ouvrit son sac. Elle n'avait que des billets de 10 000 francs CFA et des coupures d'euros. Elle fouilla nerveusement dans la petite poche intérieure et en sortit une pièce de 100 francs, un peu usée par le temps. « Tenez, dit-elle d'une voix douce mais un peu pressée. Je suis désolée, je n'ai que de la monnaie sur moi en ce moment. Ne vous offensez pas de la modicité de la somme. Je repasserai vous voir si je peux. » Elle déposa la pièce dans la paume calleuse du mendiant. Le contact de sa peau fut étrange, comme une décharge de froid en plein midi. Le mendiant ne répondit pas tout de suite. Il referma lentement ses doigts sur la pièce de 100 francs et leva les yeux vers elle. Il esquissa un sourire qui ne toucha pas ses yeux. « Ce qui est donné, ma fille. Ce qui est pris. Que ton voyage soit à la mesure de ton offrande. » Hawa fronça les sourcils, un frisson inexplicable parcourant son échine malgré la chaleur étouffante. « Allons-y, Hawa, » lança Clarisse en tirant son bras. « Ces gens-là ne sont jamais satisfaits. On a encore le rendez-vous chez le fleuriste à Cocody Centre. » Hawa monta dans la voiture, mais elle ne put s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Le mendiant était toujours là, immobile, fixant la voiture qui s'éloignait. À cet instant précis, elle ne le savait pas encore, mais le compte à rebours de son ancienne vie venait de se déclencher. De retour à la villa de la Riviera 3, Hawa essaya d'appeler Jean-Marc pour lui raconter sa journée, comme elle le faisait chaque soir à 19h précise. Tu. Le correspondant que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Elle sourit. Sans doute une réunion de dernière minute à Paris. Elle réessaya à 21h. Puis à minuit. Le téléphone basculait directement sur messagerie. Un sentiment d'inquiétude, léger comme une plume mais froid comme l'acier, commença à s'installer dans son cœur. Elle envoya un message. « Chérie, j'espère que tout va bien. Donne-moi des nouvelles dès que tu peux. Je t'aime. » Le message resta avec un seul petit crochet gris. Non remis. Elle ne dormit pas de la nuit. Le lendemain matin, le silence était toujours là. Le surlendemain, le vide devint assourdissant. Jean-Marc, l'homme qui l'appelait 10 fois par jour pour discuter de la couleur des serviettes de table, s'était évaporé dans l'éther numérique. Hawa regarda son téléphone, ce petit appareil devenu le tombeau de ses espoirs. Elle ne savait pas encore que ce silence allait durer bien plus qu'une semaine. Elle ne savait pas que le temps venait de se briser, et que pour elle, les 5 prochaines années n'allaient être qu'un long hiver sous le soleil d'Abidjan. La première semaine de silence de Jean-Marc fut une torture psychologique lente, semblable à une goutte d'eau tombant régulièrement sur le front d'un condamné. Dans la villa luxueuse de la Riviera 3, le silence était devenu une entité physique. Les meubles en bois précieux, les rideaux en soie italienne et le carrelage importé ne semblaient plus être les attributs d'un futur bonheur, mais les barreaux d'une prison dorée. Hawa passait ses journées sur la terrasse, fixant l'allée fleurie de Bougainvilliers, attendant que le portail électrique s'ouvre sur un miracle. Son iPhone, autrefois prolongement de sa main, restait désespérément muet. Elle avait tout essayé, les appels classiques, WhatsApp, Telegram, les mails à son adresse professionnelle. Rien. Le néant. « Hawa, il faut que tu manges quelque chose », disait Clarisse, s'installant près d'elle avec un plateau d'alocos et de poissons grillés. Clarisse n'avait pas quitté la villa. Elle s'était installée dans l'une des chambres d'amis sous prétexte de soutenir sa sœur. Mais sous sa sollicitude apparente, un œil attentif aurait remarqué un changement. Clarisse ne portait plus ses vêtements modestes du début. Elle piochait avec de moins en moins de gêne dans la garde-robe qu'Hawa avait achetée pour son futur trousseau de mariée. Jean-Marc est un homme important, poursuivait Clarisse en croquant une banane frite. Tu sais comment sont les blancs là-bas. Peut-être qu'il a un gros projet secret. Ou alors, c'est le réseau qui déconne entre la France et ici. Tu connais l'Afrique, le satellite peut tomber en panne. Hawa ne répondait pas. Elle savait que c'était faux. On n'était plus en 1990. En cette période charnière entre 2015 et 2021,
la connexion entre Paris et Abidjan était instantanée. Ce n'était pas un problème technique. C'était une rupture spirituelle. Le mois qui devait être celui du mariage arriva. Tout était prêt. Les acomptes avaient été versés. Le traiteur de Cocody Ambassade appelait tous les 2 jours. « Madame, le bœuf wagyu arrive par avion demain, est-ce qu'on confirme ?»« Madame, la décoration florale de l'église Saint-Jean doit être installée vendredi, nous attendons le solde. » Awa, la voix tremblante, inventait des excuses. Un contretemps administratif à Paris. Le visa de la famille qui tarde. Elle sentait la honte monter. Dans les rues de la Riviera, elle commençait à éviter les regards. Les commerçants chez qui elle avait fait des folies commençaient à murmurer derrière son passage. C'est elle, la banquiste? On dit que son mari a disparu, chuchotait-on à la boulangerie de la Riviera Golf. Ah, ces hommes de l'Europe. Dès qu'ils voient une petite blanche là-bas, ils oublient la fiancée restée au pays. Chaque mot était un poignard. Awa se sentait devenir une fiancée fantôme. Elle voyait ses économies fondre, car le virement hebdomadaire de Jean-Marc s'était arrêté net le jour même où elle avait donné cette pièce au mendiant. Un soir, alors qu'Awa s'était assoupie de fatigue sur le canapé du salon, elle fut réveillée par un bruit de tiroir. Elle resta immobile, les yeux mi-clos. Dans la pénombre, elle vit Clarisse. Son amie n'était pas en train de chercher un médicament ou un livre. Elle fouillait dans le sac de voyage d'Awa, celui qui contenait ses documents les plus précieux. Awa aurait dû crier. Elle aurait dû bondir. Mais une lourdeur inexplicable, une sorte de léthargie mystique, la maintenait clouée au canapé. Elle regarda Clarisse sortir le passeport français d'Awa, l'observer sous la lumière de son téléphone, puis le glisser avec une dextérité de pickpocket dans sa propre poche. Clarisse se retourna vers Awa. Leurs regards ne se croisèrent pas, mais Clarisse affichait un sourire froid, presque victorieux. Elle quitta la pièce en silence. Le lendemain, quand Awa chercha son passeport pour tenter de retourner à l'agence de voyage, il avait disparu. « Clarisse, tu n'as pas vu mon passeport ?» demanda-t-elle, le cœur battant. « Ton passeport ? Mais ma chérie, tu es tellement perturbée en ce moment. Tu l'as sûrement rangé quelque part et tu as oublié. Ou alors, peut-être qu'on nous a cambriolés sans qu'on s'en aperçoive ?» Clarisse jouait l'étonnement avec une perfection effrayante. Elle alla même jusqu'à aider Awa à vider tous les placards, tout en sachant exactement où se trouvait le document. Sans passeport, sans nouvelles de Jean-Marc, sans argent frais, Awa était désormais une otage. Une otage de luxe à Cocody. Le temps commença à se dilater de manière absurde. 1 an passa. Puis 2. La villa de la Riviera 3, faute de loyer payé, finit par être récupérée par le propriétaire. Awa fut expulsée un matin de pluie, ses valises jetées sur le trottoir. Clarisse, par un étrange retournement de situation, trouva miraculeusement un petit studio à louer à la Riviera Palmeraie, un quartier un peu moins huppé, mais toujours correct. « Viens avec moi, Awa. Je ne vais pas te laisser dehors, » dit Clarisse. C'était le piège parfait. Clarisse devenait la bienfaitrice, tandis qu'Awa devenait l'obligée. Awa travaillait désormais comme petite main dans des ateliers de couture, elle qui avait été la reine de Paris. Ses mains, autrefois manucurées dans les salons du 15e arrondissement, étaient maintenant griffées par les aiguilles et tachées par les tissus de moindre qualité. Pendant ce temps, Clarisse semblait prospérer. Elle sortait le soir dans les maquis chics de la rue des Jardins, revenant tard avec des cadeaux dont elle ne justifiait jamais la provenance. Elle portait désormais les bijoux d'Awa, un à un, comme des trophées de guerre. « Pourquoi tu me regardes comme ça, Awa ?» lançait-elle avec mépris un soir de dispute. « Si je ne t'avais pas aidé, tu serais en train de dormir sous le pont d'Adjamé. Ton Jean-Marc t'a oublié. Il doit avoir des enfants maintenant en France. Accepte ta réalité, tu es une Ivoirienne d'ici, pas d'ailleurs. » Chaque fois qu'Awa devait se rendre en ville pour livrer des commandes de couture, elle faisait un détour. Un détour masochiste vers la boutique de luxe de la Riviera où tout avait basculé. Le mendiant était toujours là. C'était comme s'il n'avait pas bougé d'1 centimètre en 3 ans. Le même carton, la même odeur de poussière et de vieux cuir, le même regard insondable. Awa s'arrêtait à quelques mètres, cachée derrière un pilier ou un palmier. Elle l'observait. Elle voyait d'autres femmes, élégantes et pressées, lui jeter des pièces ou des billets. Elle voyait l'homme les ramasser sans un mot. Mais il y avait quelque chose de différent avec lui. Il ne semblait pas avoir faim. Malgré sa crasse, il dégageait une autorité silencieuse qui terrifiait Awa. Une nuit, elle fit un rêve terrifiant. Elle voyait la pièce de 100 francs qu'elle lui avait donnée. Mais dans son rêve, la pièce n'était pas en métal. Elle était faite de sa propre peau, de sa propre chair. Et le mendiant la tenait contre son cœur,
la faisant fondre lentement dans une flamme noire. Elle se réveilla en hurlant, trempée de sueur, dans la chaleur étouffante du studio de la Palmeraie. Clarisse, de l'autre côté de la cloison, cria « Dors et laisse-nous dormir, Hawa. Tes cauchemars ne vont pas ramener ton mari. » Nous étions aux alentours de la 4e année. Hawa n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle marchait dans les rues de Cocody, les épaules voûtées, portant un sac de plastique contenant des restes de nourriture. Elle avait cessé de pleurer, ses larmes s'étaient taries pour laisser place à une résignation amère. C'est alors qu'elle bouscula une femme à la sortie d'un supermarché. « Oh, pardonnez-moi, je ne regardais pas » balbutia Hawa. « Hawa, est-ce que c'est toi ?» Hawa leva les yeux. Devant elle se tenait Estelle, une ancienne amie de l'église qu'elle fréquentait épisodiquement à Paris. Estelle était en vacances à Abidjan. Elle fut horrifiée par l'apparence d'Hawa. « Mon Dieu, Hawa. On a tous cru que tu étais partie vivre aux États-Unis ou que tu avais coupé les ponts par fierté. Jean-Marc, personne n'a de ses nouvelles, il a disparu de la circulation 2 semaines après ton départ. » Hawa sentit son cœur rater un battement. Il n'est pas marié. Marié? Sa famille le cherche partout. Sa mère est tombée malade de chagrin. On dit qu'il est devenu comme fou, qu'il reste enfermé chez lui, qu'il ne reconnaît plus personne. Hawa, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas naturel. Estelle prit les mains calleuses d'Hawa dans les siennes. Demain, je t'emmène quelque part. Ce n'est pas une affaire de passeport ou d'argent. C'est une affaire de délivrance. On va aller voir un homme qui voit dans le noir. Hawa hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois depuis des années, une petite lueur, pas plus grosse qu'une pièce de 100 francs, venait de se rallumer au fond de son âme. Elle ignorait que le chemin vers la vérité l'obligerait à retourner là où tout avait commencé, face à l'homme assis sur le carton. L'église ne ressemblait pas aux cathédrales de marbre de Cocody. C'était une structure de tôle et de béton située à la lisière de la commune, là où l'opulence de la Riviera laisse place à une ferveur plus brute. Le bruit de la pluie frappant le toit en zinc créait un tambourinement assourdissant, couvrant presque les chants de la chorale. Estelle tenait fermement le bras d'Hawa. Cette dernière avançait comme une automate, vêtue d'un pagne délavé, loin de la superbe qu'elle affichait 5 ans plus tôt. Au centre de l'allée, un homme à la stature imposante, vêtu d'une tunique d'un blanc immaculé, parcourait la foule du regard. On l'appelait le prophète Ézéchiel. Soudain, l'homme s'arrêta. Son regard se fixa sur Hawa. Le silence tomba sur l'assemblée, une chape de plomb plus lourde que l'humidité ambiante. « Toi, la femme qui vient de la mer, approche », dit-il d'une voix qui semblait vibrer dans la cage thoracique d'Hawa. Hawa avança, tremblante. Arrivé à sa hauteur, le prophète ne posa pas les mains sur elle. Il l'observa avec une tristesse profonde. « Je vois une tour de fer. Paris. Je vois un anneau qui brille, puis qui s'éteint. Mais surtout, je vois une main. Une main qui a donné une semence de pauvreté à une terre de ténèbres. Ma fille, pourquoi as-tu donné ton destin à un gardien de carrefour ?» Hawa éclata en sanglots. Je n'ai donné que 100 francs, homme de Dieu. C'était de la charité. La charité sans discernement est un piège, tonna le prophète. L'homme à qui tu as donné cette pièce n'avait pas faim de pain. Il avait faim de lumière. En acceptant ta pièce avec ta sueur et tes excuses, il a mangé ton voyage. Il a lié ton mari là-bas, et il t'a cloué ici. Tant que cette pièce reste en sa possession, tu es une morte vivante. Et celle qui vit avec toi, l'ami serpent, elle se nourrit des restes de ta vie. Le prophète s'approcha de son oreille et murmura, « Retourne à la Riviera. Là où le péché a été commis, la restitution doit être faite. Ne demande pas pardon. Exige ce qui t'appartient. Si tu ne récupères pas cette pièce exacte avant le coucher du soleil, tu ne reverras jamais l'homme que tu aimes. » Hawa sortit de l'église avec une force qu'elle n'avait plus ressentie depuis 2015. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la fureur. Elle ne passa même pas par le studio de la Palmeraie pour voir Clarisse. Elle prit un taxi orange, vidant ses dernières pièces de monnaie pour le trajet. Chauffeur, Riviera 3. Devant la boutique de luxe de la rue des Jardins. Et roulez vite. Le trajet fut un flou de couleurs et de bruit. Abidjan défilait, les panneaux publicitaires, les maquis bondés, le luxe insolent de Cocody. Hawa serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle repensait à Jean-Marc. Elle imaginait cet homme brillant, réduit à l'état de légume dans un appartement parisien, victime d'un mal occulte qu'il ne pouvait même pas comprendre. Lorsqu'elle descendit du taxi, le soleil commençait sa descente vers la lagune, teintant le ciel d'un orange sanglant. Elle marcha droit vers le coin de la boutique. Il était là. Le mendiant n'avait pas changé de position.
On aurait pu croire à une statue de poussière. Autour de lui, le flux des riches clients de Cocody continuait, indifférent à la tragédie mystique qui se jouait sur le trottoir. Awa se planta devant lui, l'ombre de son corps recouvrant le vieil homme. « Donne-moi ma pièce », dit-elle d'une voix sourde. Le mendiant leva les yeux. Pour la première fois, Awa vit une lueur de surprise passer dans ses prunelles. Il feignit de ne pas comprendre, tendant sa sébile de plastique vide. « Une petite aide, ma belle dame. »« Je ne suis plus ta belle dame », hurla Awa, attirant l'attention des vigiles de la boutique. « Je veux ma pièce de 100 francs. Celle que je t'ai donnée il y a 5 ans. Celle avec laquelle tu as volé ma vie, mon mari et mon passeport. » Le spectacle était surréaliste. Une femme en haillons, criant après un mendiant pour une pièce de 100 francs. Les passants s'arrêtèrent. Certains sortirent leur téléphone pour filmer la scène. « Mais elle est folle », riait une jeune femme élégante qui sortait de la boutique avec des sacs de marque. Demander 100 francs à un mendiant après 5 ans, c'est le comble de la sorcellerie. « Et, madame, quittez-la », cria un vigile en s'approchant. « Vous importunez les clients. Si vous n'avez pas d'argent, allez à Adjamé, ici c'est la Riviera. » Mais Awa ne bougeait pas. Elle était entrée dans une transe de détermination. Elle se jeta sur le mendiant, saisissant ses haillons. « Tu ne bougeras pas d'ici tant que je n'aurai pas mon argent. Le prophète a vu. Le ciel a vu. Rends-moi ma vie. » Le mendiant commença à trembler. Ce n'était pas un tremblement de peur physique, mais une sorte de convulsion spirituelle. Il regarda la foule, puis il regarda Awa. Son visage changea. Les traits se durcirent, perdant leur aspect de pauvre vieux, pour révéler une malveillance ancienne. « Tu es revenu la chercher ?» grinça-t-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. Beaucoup ont essayé. Personne n'a jamais supporté le prix de la reprise. Mon prix a déjà été payé par 5 ans de souffrance, répliqua Awa. Le mendiant se leva brusquement. La foule recula d'un bond. Bien qu'il paraissait infirme, il se tint droit, d'une stature imposante. Sous les yeux horrifiés des clients de la boutique de luxe, il commença à se dévêtir. Il retira ses loques, morceau par morceau, jusqu'à se retrouver en sous-vêtements sales. Il y eut un cri de dégoût dans la foule. Mais Awa ne détourna pas les yeux. L'homme glissa sa main derrière lui, entre ses fesses, dans un geste obscène et mystique. Lorsqu'il ramena sa main devant lui, une petite pièce de 100 francs brillait, propre, comme si elle venait de sortir de la banque, malgré l'endroit d'où elle sortait. Il la jeta aux pieds d'Awa. « Prends-la. Et que le poids de ce que tu as déclenché retombe sur celle qui a voulu t'accompagner. » Awa ramassa la pièce. Elle ne sentit pas le dégoût. Elle sentit une chaleur immense remonter de ses doigts jusqu'à son cœur. Au moment précis où le métal toucha sa paume, un vent violent se leva sur la rue des Jardins, faisant claquer les stores des boutiques. Awa n'attendit pas. Elle courut vers l'église, la pièce serrée dans son poing. Mais avant même d'arriver au premier carrefour, le téléphone dans sa poche, ce vieil appareil dont la batterie ne tenait plus, se mit à vibrer avec une fureur inhabituelle. Le nom s'afficha sur l'écran fissuré, Jean-Marc. Elle décrocha, les jambes flageolantes. « Allô ? Awa ?» La voix de Jean-Marc était rauque, comme s'il venait de se réveiller d'un sommeil de 1000 ans. « Awa, où es-tu ? » Je ne comprends pas. Je suis à l'appartement à Paris. Je croyais que tu étais parti hier. Pourquoi je ne trouve plus tes messages ? Pourquoi il y a de la poussière partout ici ? Ma mère dit que ça fait des années. Awa, je me sens comme si je sortais d'un tunnel noir. Awa s'effondra sur le trottoir de la Riviera, pleurant de joie. Jean-Marc, reste là. Ne bouge pas. Le tunnel est fini. Je reviens. Lorsqu'Awa retourna au studio de la Palmeraie pour la dernière fois, elle trouva une scène de chaos. Clarisse était au sol, hurlant, se griffant le visage. Elle tenait le passeport d'Awa dans une main, et ses propres cheveux dans l'autre. « Ça brûle. Awa, ça brûle !» criait Clarisse. Ses yeux étaient révulsés. La malédiction que le mendiant avait mentionnée, le retour de bâton, frappait celle qui avait profité de la détresse de son ami. « Tiens ton passeport. Prends-le. Je ne voulais pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je voulais ta vie, je voulais ta place. Pardonne-moi. » Awa regarda son ancienne amie avec une pitié froide. Elle ramassa son passeport. Elle n'avait même pas besoin de se venger. La justice spirituelle d'Abidjan s'en chargeait. Le passeport est expiré, Clarisse. Garde-le. Il représente la femme que j'étais quand je me suis laissé tromper. Je vais en faire un nouveau. Quelques mois plus tard, en 2021, le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle était mouillé par une petite pluie fine, semblable à celle du jour des fiançailles.
Hawa sortit de l'avion, la tête haute. Elle portait un ensemble en pagne tissé moderne, un mélange parfait de sa culture et de sa vie parisienne. À la sortie du terminal, un homme l'attendait. Jean-Marc avait perdu un peu de poids, ses cheveux étaient légèrement grisonnants sur les tempes, mais son regard était clair, vibrant d'un amour pur et retrouvé. Ils ne dirent rien. Ils se serrèrent l'un contre l'autre pendant de longues minutes, sous le regard curieux des voyageurs. Ils savaient que leur mariage n'aurait pas lieu à la Riviera 3, ni au Sofitel. Il aurait lieu dans la simplicité, avec leurs familles respectives, pour célébrer la vie qui avait triomphé du vide. Alors qu'ils marchaient vers le parking, Hawa s'arrêta devant une boîte de dons pour une association caritative. Elle ouvrit son sac, chercha une pièce, puis s'arrêta. Elle sourit, ferma son sac et préféra donner un billet, avec une prière silencieuse dans son cœur. Elle avait appris la leçon la plus chère de Cocody. Le prix d'un destin ne tient parfois qu'à une petite pièce, mais le récupérer demande le courage d'affronter ses propres démons. Le retour à Paris en cette année 2021 ne ressemblait en rien à l'arrivée triomphale qu'Hawa avait imaginée 5 ans plus tôt. La ville n'avait pas changé. Les toits en zinc, l'odeur du métro, le cliquetis des cuillères sur les terrasses des cafés. Mais Hawa, elle, était une autre femme. Elle n'était plus la jeune fiancée naïve partie avec des rêves de soie et de dentelle. Elle était une survivante de l'invisible. Dans l'appartement du 15e arrondissement, l'atmosphère était lourde d'un silence qui n'était plus mystique, mais terriblement humain. Jean-Marc, autrefois si sûr de lui, cet ingénieur dont l'esprit était une machine de précision, errait dans les pièces comme un étranger dans sa propre vie. « Je me souviens de t'avoir déposé à l'aéroport, Hawa », disait-il souvent, assis devant la fenêtre qui donnait sur la tour Eiffel. Et puis, c'est comme si quelqu'un avait éteint la lumière. Je voyais des gens me parler au bureau, je voyais ma mère pleurer au téléphone, mais leur voix était comme des murmures sous l'eau. Pour moi, tu étais parti hier. Comment peut-on perdre 5 ans en un battement de cils? Hawa s'approcha et posa sa main sur son épaule. Ses mains étaient restées marquées par les travaux de couture forcés à la Riviera Palmeraie, la peau un peu plus rugueuse, le geste plus lent. Ce n'est pas ta faute, Jean-Marc. Nous avons été les jouets d'une force qui nous dépasse. Mais nous sommes là. Elle essayait d'être forte pour deux, mais la nuit, elle se réveillait en sursaut, cherchant désespérément la sensation du sol froid de la villa de la Riviera 3 sous ses pieds, ou pire, l'odeur de poussière du mendiant. La reconstruction matérielle commença. Il fallut régulariser la situation d'Hawa. Son passeport français, celui que Clarisse avait volé et rendu avec mépris, était le symbole de sa vie volée. Un après-midi, alors qu'elle triait les papiers pour le renouvellement à la préfecture, une enveloppe tomba d'un vieux dossier. C'était une lettre que Clarisse lui avait écrite au tout début de leur séjour à Abidjan, avant que le silence ne s'installe. « Ma sœur, je suis si heureuse que tu sois là. Ensemble, nous allons montrer à tout Abidjan ce qu'est une vraie femme de valeur. » Hawa froissa la lettre. La trahison de Clarisse était une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. À Paris, loin de la chaleur moite de la Côte d'Ivoire, Hawa se demandait souvent ce qu'était devenue son ancienne amie. Elle avait appris par des connaissances communes à la Riviera que Clarisse avait perdu l'esprit, errant désormais près du marché d'Adjamé, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle était la vraie propriétaire d'une villa à la Riviera 3. « Pourquoi penses-tu encore à elle ?» demanda Jean-Marc, la trouvant pensive. « Parce qu'elle n'était que l'instrument, Jean-Marc. Le mendiant n'a pu agir que parce qu'il y avait une porte ouverte dans notre entourage. La jalousie est le carburant de ses sorts. » Jean-Marc, l'homme de science, avait désormais du mal à nier ses vérités. Il avait repris son poste d'ingénieur, mais ses collègues le regardaient avec une curiosité malsaine. Le burn-out mystérieux de Jean-Marc, disait-il à la machine à café. Il ne comprenait pas qu'il n'avait pas craqué sous le travail, mais qu'il avait été suspendu dans un vide temporel. Le moment le plus redouté arriva, la visite à la mère de Jean-Marc, installée en banlieue parisienne. Maman Thérèse était une femme de poigne, une matriarche ivoirienne qui avait vu son fils unique dépérir sous ses yeux pendant 5 ans sans rien pouvoir faire. L'accueil fut glacial. Dans le salon décoré de napperons et de photos de famille, l'air était électrique. « On dit que tu es revenu, Hawa », commença Thérèse, sans même lui proposer de s'asseoir. « On dit que tout est redevenu normal. Mais mon fils a perdu 5 ans de sa carrière. Il a perdu sa joie. Pendant que tu étais là-bas à Abidjan, qu'est-ce que tu faisais vraiment ?» Hawa sentit la colère monter, mais elle se souvint des paroles du prophète. Le pardon est la clé finale. « Maman Thérèse, j'ai vécu l'enfer. J'ai été expulsée de la maison que votre fils avait louée. J'ai cousu des vêtements pour des centimes pour ne pas mourir de faim. J'ai été trahie par ma meilleure amie. Et j'ai dû affronter un démon sur un trottoir de la Riviera pour libérer votre fils. Si vous ne me croyez pas, regardez ses yeux. Est-ce qu'il ressemble à un homme qui a été abandonné, ou à un homme qui a été sauvé ?
Jean-Marc intervint, sa voix vibrant d'une autorité nouvelle. « Maman, assez. Awa est la seule raison pour laquelle je peux encore te parler aujourd'hui. Sans son courage, je serais encore dans cette chambre noire, incapable de me souvenir de mon propre nom. » Thérèse baissa les yeux. Elle savait. Dans le cœur de chaque mère ivoirienne, il y a une place pour le mystique. Elle finit par se lever et prit Awa dans ses bras, pleurant doucement. « Pardonne-moi, ma fille. » C'est la douleur qui parlait. Abidjan est une ville douce, mais ses nuits sont parfois trop longues. Ils décidèrent de ne plus attendre. Pas de « mariage du siècle » à la Riviera. Pas de cortège de 4x4 bloquant le pont HKB. Ils se marièrent à la mairie du 15e, sous une pluie fine typiquement parisienne. Awa portait une robe simple, mais elle avait fait ajouter un détail. Sur l'envers de sa ceinture, elle avait fait broder discrètement, en fil d'or, le chiffre 100. C'était son rappel personnel. Le rappel que la valeur d'une chose ne réside pas dans son prix, mais dans ce qu'elle représente spirituellement. La réception se fit dans un petit restaurant ivoirien de Château-Rouge. Il n'y avait que les vrais amis, ceux qui étaient restés, et Estelle, qui avait fait le voyage depuis Abidjan. « Tu as l'air sereine, Awa », lui dit Estelle en partageant un plat de poisson braisé. « Je le suis, Estelle. Mais je ne baisse plus jamais ma garde. Chaque fois que je croise quelqu'un dans le besoin maintenant, je prie avant d'ouvrir mon sac. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la sagesse. » Estelle sourit et lui tendit un petit paquet. « C'est de la part du prophète. Il m'a dit de te donner ça le jour de ton mariage. » À l'intérieur, il y avait un petit flacon d'huile d'onction et un mot écrit à la main. L'oiseau est sorti du filet, mais il doit apprendre à voler plus haut que les flèches de l'envie. Alors que la soirée touchait à sa fin, Awa reçut un message étrange sur son nouveau numéro ivoirien, qu'elle gardait pour ses contacts professionnels de couture. C'était une photo. Une photo de la boutique de luxe de la Riviera 3. Le coin où le mendiant s'asseyait était vide. Mais sur le mur blanc immaculé de la boutique, quelqu'un avait peint à la bombe noire une forme qui ressemblait étrangement à une pièce de monnaie brisée en deux. Awa sentit un frisson la parcourir. Était-ce un signe que le mendiant était parti chercher une autre victime? Ou était-ce un avertissement que le lien n'était pas totalement rompu? Elle montra la photo à Jean-Marc. Il la regarda longuement, puis effaça l'image. « Notre vie n'est plus là-bas, Awa. Le mendiant a perdu son pouvoir le jour où tu as cessé d'avoir peur de lui. »« Tu as raison, » dit-elle. « Mais un jour, Jean-Marc, nous devrons retourner là-bas. Pas pour fuir, mais pour construire quelque chose pour ceux qui, comme moi, se perdent entre deux mondes. » L'épisode se termine sur le balcon de leur appartement. Paris s'illumine. Awa et Jean-Marc regardent l'horizon. Ils ont perdu 5 ans, mais ils ont gagné une profondeur d'âme que peu de couples possèdent. Entre 2015 et 2021, le monde a changé. Ils ont manqué des événements, des évolutions technologiques, des crises mondiales. Mais ils ont compris l'essentiel. L'amour est un combat qui se gagne autant sur les genoux dans la prière que debout sur le bitume de Cocody. Awa sortit une pièce de 1 euro de sa poche et la regarda. Elle brilla sous les néons de la ville. Elle la rangea soigneusement dans son porte-monnaie, non pas comme une richesse, mais comme un trophée. La banquiste était redevenue une femme, mais cette fois, personne ne pourrait plus lui voler son voyage. Nous sommes en 2022. À Paris, la vie d'Awa et Jean-Marc est désormais stable, mais une mélancolie persistante hante leurs nuits. Awa est devenue une créatrice de mode respectée, mêlant la structure parisienne au tissu mystique de l'Afrique. Cependant, elle sait que pour fermer définitivement la porte de son passé, elle doit retourner là où elle a été brisée. « Je dois y retourner, Jean-Marc », dit-elle un matin dans leur appartement inondé de lumière. Pas pour le mariage que nous n'avons pas eu, mais pour ceux que la ville dévore en silence. Jean-Marc, qui avait juré de ne plus jamais remettre les pieds à Abidjan, regarde sa femme. Il voit en elle une force qu'il ne peut plus contredire. On y va ensemble. Mais cette fois, c'est nous qui fixons les règles. L'atterrissage à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny n'a plus le goût amer de 2015. Awa descend de l'avion en portant une de ses propres créations, une robe en soie sauvage couleur ocre. À son poignet, un bracelet massif en or pur, gravé de symboles de protection. Il s'installe non pas dans une villa cachée, mais au Sofitel Hôtel Ivoire, dominant la lagune ébriée. De son balcon, Awa observe les lumières de Cocody. Elle voit les chantiers des nouveaux ponts, les gratte-ciel qui montent, mais elle sait que dans les interstices de ce béton moderne, les vieux esprits rôdent encore. Leur mission est claire, inaugurer la fondation Le Centime d'Or, un centre d'aide aux femmes vulnérables et aux personnes victimes d'abus mystiques et sociaux, situé à la lisière de la Riviera Palmeraie. Le lendemain, Awa se rend seule à la Riviera Palmeraie. Elle veut voir ce qu'il reste de son ancienne vie.
Alors qu'elle marche près de l'ancien studio qu'elle partageait avec Clarisse, elle aperçoit une silhouette familière, assise près d'un caniveau. C'est Clarisse. Ou du moins, ce qu'il en reste. Ses cheveux sont emmêlés, ses vêtements sont des loques qui rappellent étrangement ceux du mendiant. Elle marmonne des mots sans suite en traçant des cercles dans la poussière avec un vieux passeport déchiré. « Clarisse » murmure Hawa. La femme lève les yeux. Un éclair de lucidité traverse son regard vitreux. Elle pousse un cri et tente de se cacher derrière un étal de marchandes. « Ne me touche pas. » La pièce. La pièce brûle encore. Hawa ressent une profonde tristesse. La vengeance n'a aucun goût quand l'ennemi est déjà en cendres. Elle dépose un sac de nourriture et une enveloppe d'argent près de son ancienne amie. « Je t'ai pardonné, Clarisse. Mais ton combat est maintenant avec toi-même. » Le moment le plus difficile arrive, le retour devant la boutique de luxe de la rue des Jardins. Hawa veut racheter cet emplacement pour y installer le premier bureau de sa fondation. Elle veut transformer le lieu du sortilège en un lieu de libération. Accompagnée de Jean-Marc et de 2 gardes de sécurité, elle s'approche de l'angle du mur. Le mendiant n'est plus là physiquement, mais l'air semble plus lourd à cet endroit précis. Les clients de la boutique s'arrêtent, reconnaissant la dame de la pièce, dont la vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux ivoiriens. Soudain, un vieil homme sort de la boutique. C'est le propriétaire, un riche Libanais qui a vu passer toutes les époques de Cocody. « Madame, je vous attendais », dit-il avec un respect teinté de crainte. « Depuis ce jour où vous avez repris votre pièce, cet angle de ma boutique est maudit. Rien n'y pousse, aucun client n'ose s'y tenir. On dit que vous avez brisé un grand secret. » Hawa sourit, un sourire calme et souverain. « Je ne suis pas venu pour briser, monsieur. Je suis venu pour guérir. Ce mur n'est pas maudit, il est simplement en attente de lumière. » Sous les yeux d'une foule curieuse qui commence à s'attrouper, les mêmes qui se moquaient d'elle quelques années plus tôt, Hawa sort une petite boîte en bois précieux. À l'intérieur repose la pièce de 100 francs, polie, brillante. Elle ne la donne pas à un mendiant. Elle ne la jette pas. Elle s'approche d'un arbre nouvellement planté devant la boutique. Elle creuse un petit trou dans la terre fertile de la Riviera et y dépose la pièce. « Terre d'Éburnie, tu as reçu mes larmes et ma sueur, » dit-elle à voix haute. « Aujourd'hui, je te rends ce qui a servi à m'enchaîner, pour que cela devienne une racine de liberté. Que plus aucune femme ne soit liée par la monnaie de la misère. » Jean-Marc s'approche et verse un peu d'eau sur la terre. À cet instant, une brise fraîche descend de la lagune, balayant la poussière de la rue. Un sentiment de paix immense envahit l'assistance. Les murmures de moquerie se transforment en applaudissements timides, puis nourris. Le soir même, une grande réception est organisée au jardin de l'Hôtel Ivoire pour le lancement de la fondation. Les ministres, les influenceurs de Cocody et les grandes familles de la Riviera sont présents. Hawa est au centre de toutes les attentions. Elle est la preuve vivante qu'à Abidjan, on peut tomber dans les profondeurs de la lagune et remonter plus brillant que l'or. Alors qu'elle porte un toast, elle croise le regard de Jean-Marc au bout de la table. Il lui fait un clin d'œil. Ils ont survécu à 2015, ils ont traversé le désert de 2020, et ils sont debout en 2022. L'histoire se termine sur une image puissante. Hawa, marchant sur le tapis rouge, son ombre s'étendant longuement derrière elle. Mais ce n'est plus l'ombre d'une femme traquée. C'est l'ombre d'une lionne qui a repris son territoire. La pièce de 100 francs est enterrée, mais la valeur d'Hawa, elle, est désormais inestimable. L'air de la Riviera 3 avait changé. Ce n'était plus cette atmosphère lourde de soufre et de regret, mais un parfum de jasmin et d'espoir. La fondation, le centime d'or, trônait désormais fièrement à l'endroit même où le destin d'Hawa avait vacillé. Ce bâtiment de verre et de bois précieux était devenu le phare de Cocody, un sanctuaire où les cœurs brisés venaient chercher la force de se reconstruire. Un après-midi de mars 2023, Hawa était assise dans son bureau panoramique. À son doigt, l'alliance de Jean-Marc brillait, mais c'est un autre objet qui attirait son regard, un cadre en argent posé sur son bureau. À l'intérieur, non pas une photo, mais une reproduction fidèle de cette pièce de 100 francs, avec une inscription en lettres d'or, « Ta valeur ne dépend pas de ce que tu donnes, mais de la main qui te relève. » Soudain, sa secrétaire l'interrompit. « Madame la présidente, une jeune femme insiste pour vous voir. Elle dit qu'elle vient de France et qu'elle a tout perdu à cause d'une amie de confiance. » Hawa se leva, son cœur battant à l'unisson avec son passé. Elle descendit dans le grand hall. Là, une jeune fille en pleurs, entourée de valises de luxe, rappelait étrangement la Hawa de 2015. Elle semblait égarée dans cette jungle urbaine qu'est Abidjan. Hawa s'approcha d'elle, non pas avec la distance d'une riche mécène, mais avec la tendresse d'une sœur. Elle ne lui demanda pas son histoire, elle la connaissait déjà. Elle posa simplement une main rassurante sur son épaule.
Ne pleure plus, ma fille, murmura Awa. Ici, on ne compte pas les années perdues. On compte les victoires à venir. Au même moment, Jean-Marc entra dans le hall. Il revenait d'une réunion au plateau, l'allure d'un homme qui avait enfin retrouvé son axe. Il croisa le regard d'Awa et sourit. Il n'avait plus besoin de mots. Leur silence était désormais rempli de plénitude, un silence de paix qui valait bien plus que tous les diamants de la place Vendôme. La nuit tomba sur la lagune ébriée, parant la ville de mille feux. Sur le trottoir de la rue des Jardins, là où le mendiant avait autrefois régné, un petit arbre avait poussé à une vitesse prodigieuse. On racontait que ses racines s'enroulaient autour d'un métal ancien, transformant l'amertume du passé en une sève de vie éternelle. Awa ferma les yeux, respira l'air chaud de son pays et murmura un dernier merci au ciel. Elle était revenue, elle avait vaincu, et elle était enfin libre.